plus de 1 million de réfugiés vénézuéliens. Le pays s'est effondré. Il était au bord d'une guerre civile. L'appareil productif du Venezuela, on en a beaucoup parlé du Venezuela sur Algérie Park. On a expliqué les erreurs, comment la problématique de succession de Hugo Chavez en 2013, les mauvais choix politiques, notamment en termes de gestion économique du pays, le conflit, le bras de fer qui était mal négocié contre l'Occident, notamment contre la Maison Blanche, contre Washington, et les conséquences sur ce pays-là. Ce pays essaie de relever la tête, il essaie de survivre. Le Venezuela est dans une logique de survie. Il n'est pas dans une logique d'influence sur la scène internationale. Qui joue pendant la conférence de presse à Tebboune, Maduro, encore une fois, on dirait que c'est Houari Boumediene qui parle. Ça me rappelle les années 70. Sauf que Houari Boumediene parlait le langage de son époque. Or, Tebboune ne peut pas ressembler à Houari Boumediene puisque ce n'est plus la même époque. Un leader ne peut pas être en déphasage avec son époque. Un leader politique, il est respectable, il est influent, il a l'adhésion de sa population, de l'opinion publique internationale, lorsqu'il est en phase avec son époque, lorsqu'il comprend les besoins de son époque, les préoccupations des peuples de son époque. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le Venezuela est dans une logique de survie. En Algérie, nous sommes justement dans une logique d'éviter le scénario vénézuélien. Normalement, on a l'expérience du Venezuela pour ne pas en arriver jusque-là. Parce que le nombre de harakas par jour, l'appauvrissement de la population, l'effondrement de notre appareil productif du pétrole, on va en parler prochainement sur Algérie Park, la baisse de nos réserves de gaz et du pétrole, l'économie qui toujours n'est pas diversifiée, la population qui augmente, alors que la croissance économique elle est toujours faible par rapport à la croissance démographique. Tout ça, nous avons tous les éléments qui pourraient faire de l'Algérie le Venezuela de l'Afrique du Nord. Donc, normalement, avec les Vénézuéliens, pour essayer d'apprendre de leur expérience, pour ne pas emprunter la même voie qui a été empruntée par ce pays malheureux, et qui, malheureusement, un pays ça fait mal au cœur, parce que le Venezuela a tellement de qualités, il a tellement d'atouts. Donc, je te fais un moment. Donc, je vois cette conférence de presse, elle est étonnante. Elle est étonnante. Elle est étonnante. Il n'y a aucun intérêt pour l'Algérie de se rapprocher du Venezuela. Stratégiquement parlant, nous essayons, il faut juste sauvegarder des bons rapports avec un partenaire historique. Mais il n'y a pas d'intérêt de faire une ligne Alger-Caracas. Il n'y a pas d'intérêt. Une ligne Alger-New York, oui. Alger-La Havane. Alger-Mexico. Le Mexique est un pays émergent. Alger-Rio de Janeiro. Le Brésil, une puissance économique. Mais Caracas, c'est un pays qui est en faillite. Cela signifie quoi? Cela signifie que la diplomatie algérienne n'est pas adaptée à son époque. Le Sahara occidental. C'est bien que l'Algérie soutienne le Sahara occidental. C'est bien de soutenir la Palestine. Mais il y a des manières de soutenir ces causes-là. L'Algérie ne peut pas ne peut pas guider le monde entier ou être la locomotive de la planète pour à faire accepter au monde entier l'indépendance du Sahara occidental ou l'indépendance de la Palestine. Nous sommes un pays modeste qui a ses problèmes internes, qui a ses problèmes économiques, qui a des défis de sous-développement à relever, qui n'a pas encore assuré son développement. Je peux libérer le peuple sahraoui ou le palestinien alors que je suis même pas moi-même libre. Nous les Algériens ne sommes même pas libres. Nous serons un peuple libre et capable de défendre la liberté des autres peuples quand nous aurons une souveraineté alimentaire, quand nous aurons une souveraineté économique, une souveraineté technologique. Nous sommes dépendants en tout. Nous sommes exposés à toutes les crises majeures extérieures. Nous sommes toujours fragiles parce que on n'a pas la capacité de se nourrir, de se soigner soi-même, d'assurer notre propre sécurité nationale sur le plan économique et scientifique. On est trop dépendant de l'extérieur. On est fragile. Comment je peux assurer au peuple palestinien, au peuple sahraoui une indépendance? Je peux soutenir ces causes-là, mais je dois m'adapter à mon époque. Je dois m'adapter à mon époque. Et on ne mélange pas. Par exemple, récemment, lorsque Anthony Blinken était à Alger, je me souviens pas quand est-ce la date, Abdelmajid Tebboune a comparé le conflit du Sahara occidental, c'était le 30 mars 2022, Abdelmajid Tebboune a comparé le soutien d'Algérie au Sahara occidental comme au dossier du Timor oriental, à l'Indonésie. Or, c'est deux cas différents. Le Timor oriental, il y avait une guerre sérieuse depuis 76-75 jusqu'à 99, voire même pendant les années 2000, une guerre avec un mouvement militaire résistant, qui était armé, qui a résisté jusqu'au bout. C'est une guerre qui a fait plus de 200 000 morts. 200 000 morts. Le conflit du Sahara occidental n'a pas fait 200 000 morts.
toutes les sources les plus, même les sources les plus anti-marocaines, ils parlent d'un bilan de 16 000 à 20 000 morts. Il n'y a pas eu la même intensité de combat. Ce sont des conditions historiques et des conditions politiques totalement différentes. La Timor orientale, c'était une colonie portugaise. L'Indonésie était beaucoup plus hollandaise. Lorsque l'Indonésie, en 76, a occupé le Timor oriental, déjà la communauté internationale, elle s'était mobilisée pour le Timor oriental. Et puis, durant le conflit dans le Timor oriental, depuis 1999 jusqu'à 2002, l'ONU et l'ensemble et les membres du Conseil de sécurité étaient favorables à l'indépendance du Timor oriental. Il y avait une communauté internationale qui était mobilisée. Il n'y avait pas l'Algérie uniquement, ou là quelques pays. Dans le cas du Sahara occidental, la communauté internationale n'est pas convaincue. N'est pas convaincu, excepté l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Venezuela, Cuba et quelques pays africains ou l'Amérique latine. Le Sahara occidental ne mobilise plus personne, parce que la communauté internationale ont peur, ils ont du mal à comprendre ce conflit. Beaucoup sont convaincus par la position marocaine. Pourquoi? Ça, c'est un autre débat. Il faut peut-être parce que les Marocains ont su faire du marketing, ont su expliquer les profondes raisons historiques, ont su expliquer que pour la sécurité régionale, l'existence d'un nouveau État n'est pas viable. Peut-être que l'ONU a vu qu'elle ne pourrait pas assurer au Sahara occidental une certaine viabilité. Chef le Soudan du Sud, regardez l'expérience du Soudan du Sud. Et le Soudan, depuis son indépendance, alors dans une guerre civile, la famine, le machakil, etc. Depuis, voilà, il est indépendant depuis juillet 2011. Le Soudan du Sud, rien le machakil. Donc plusieurs membres de la communauté internationale, on va voir un Sahara occidental nouvellement indépendant, il y aura des guerres civiles, la famine, la dictature, le machakil, il y a un carrefour de terrorisme, etc. La réussite de l'expérience du Timor oriental n'est pas reproductible au Sahara occidental, pour plusieurs raisons. Parce que les grandes puissances ne soutiennent pas ce projet et parce que l'Indonésie elle-même avait accepté de se retirer du Timor oriental parce qu'il y avait trop de pertes, il y avait une résistance armée farouche. Ce n'est pas le cas. Le Polisario n'est pas aussi puissant que le front révolutionnaire du Timor oriental qui a infligé des pertes énormes à l'armée indonésienne. Donc, on peut comparer les deux conflits, les deux situations géopolitiques totalement opposées. L'Algérie, elle va convaincre le monde entier de soutenir le Sahara occidental. D'abord, on se contredit. On dit d'abord c'est une question qui relève de l'ONU. Alors laisse l'ONU régler le problème. Si c'est l'ONU qui doit régler le problème, pourquoi l'Algérie est toujours la première à dénoncer? On a dit Alger, on a parlé du Sahara occidental. Jamadouro, on a parlé du Sahara occidental. La Turquie, on a parlé du Sahara occidental. L'Idji, n'importe quel président, les Italiens, qui le Sahara occidental. C'est pas notre bien, le Sahara occidental. C'est une question qui relève de l'ONU. C'est un territoire qui est voisin. Il faut régler ce problème, mais ça dans le cadre de l'ONU. Si tu dis dans le cadre de l'ONU, et toi tu sanctionnes l'Espagne, tu rends tes relations avec, tu déclares la guerre au Maroc, tu menaces la France, et tu t'en prends, et tu dénonces même les dernières résolutions du Conseil de sécurité, parce que tu les estimes qui sont insuffisantes, et qui ne reflètent pas ce que tu as envie toi-même d'appliquer dans ce dossier-là. Je parle du Sahara occidental. Ça veut dire que tu es partie prenante. Ça veut dire que tu ne crois pas au processus, tu ne crois pas au dialogue ou au processus multipolaire ou multilatéral qui est celui de l'ONU, qui est celui des Nations Unies. Alors là, on est en train de patiner. On n'est plus dans les années 70. Nous avons d'autres problèmes. Nous sommes un pays de 45 millions d'habitants, avec beaucoup de problèmes internes. Ce qui nous manque, c'est le pragmatisme. La diplomatie mondiale, aujourd'hui, elle est basée sur le pragmatisme, sur les enjeux économiques, sur les flux financiers, sur les marchés économiques, sur qu'est-ce que je gagne, je donne et je reçois. Le soutien des causes justes, il faut le réadapter à ce monde. Et puis, les causes justes, il n'y a pas que le Sahara occidental. La Chine colonise le Tibet. Pourquoi l'Algérie ne soutient pas l'indépendance du Tibet? Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs conflits. La Chine a colonisé le Tibet depuis le 7 octobre 1950. Mais l'Algérie n'a jamais demandé l'indépendance du Tibet. Donc, laissez-nous qu'on soit intelligents dans nos rapports avec le monde aujourd'hui. Vraiment, on ne peut pas, le boumedianisme n'est plus d'actualité. C'est beau de vouloir retrouver
l'influence qu'avait l'Algérie durant les années 70. L'Algérie avait de l'influence durant les années 70 parce qu'elle s'était adaptée au monde des années 70. Parce qu'elle s'était lancée dans un programme de développement économique et de développement politique qui était qui était en conformité avec les tendances du monde des années 70. C'est pour ça que nous étions un pays respecté. Parce que nous avons fait du socialisme scientifique, on a lancé l'industrie industrialisante, on a lancé la lutte contre l'analphabétisme, on a développé une politique sociale, on a développé la lutte contre la pauvreté. C'était des programmes et des valeurs qui étaient en mode, qui étaient vraiment tendance les années 70. Le monde de 2022, il est autre, c'est le monde de la technologie, des nouvelles technologies, de la mondialisation, le monde des services, de l'offshoring, le monde des innovations scientifiques, le monde du soft power, de l'influence culturelle. Donc, c'est à travers, en vivant selon les modes et les